Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Brooke, infirmière de soins palliatifs, membre du conseil scientifique de l'ASFAP et titulaire d'un master de recherche. Donc je tiens avant tout propos à remercier chaleureusement le conseil d'administration de l'ASFAP et tout particulièrement Claire Fourcade de m'avoir fait confiance en décembre dernier en me proposant d'être auditionnée par le comité consultatif national d'éthique sur ce sujet sensible. Je vais dans cette plénière expliciter les raisons souvent pernicieuses qui poussent inlassablement les questions de modification de la législation sur le devant de la scène. Donc ce que dit la loi versus la réalité de terrain, et puis exposer les questions éthiques soulevées par une potentielle modification de la loi en interrogeant les pratiques des pays qui ont légiféré sur l'euthanasie et ou le suicide assisté. Je n'ai aucun lien d'intérêt, mon seul intérêt est de contribuer à éclairer le débat public de manière le plus pragmatique possible. Donc la société nous demande, nous dit aller plus loin, mais finalement pour aller où? Et c'est la question que je pose dans ce topo. Pourquoi vouloir modifier les dispositifs actuels? Est-ce que c'est pour empêcher que l'on meure mal? Auquel cas c'est une question qui va concerner les soignants. Ou est-ce que, au contraire, c'est pour permettre de raccourcir le délai entre pronostic fatal et survenue du décès? Et là, ça ne concerne pas spécifiquement les soignants, mais plus largement les citoyens. Donc premier constat, on meurt mal en France. Constat qui est largement partagé par les citoyens et qui est relayé dans les médias assez régulièrement et souvent à juste titre. Donc il y a des améliorations qui sont existantes depuis notamment l'avènement de la loi de 2016 dite loi Claes-Leonetti, mais qui existait déjà bien avant, mais elle demeure très insuffisante en pratique quant à ce mal mourir et c'est un ressenti qui est largement partagé par les citoyens mais aussi par les professionnels de santé, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un manque d'indicateurs fiables qui est évident, puisque le meilleur témoin, c'est le patient lui-même, hein, et donc on a des témoignages quotidiens de patients et de proches qui nous parlent, qui font état de ce mal mourir. Et donc il n'y a pas d'études qualitatives et quantitatives qui seraient donc des études à mener sur les raisons et sur ce mal mourir français. Et puis il y a une confusion entre souffrance du mourant et souffrance des proches qui souvent viennent témoigner de cette souffrance, mais qui ne sont pas directement concernés. Et puis on observe une forme d'utopie de la mort parfaite dans nos sociétés contemporaines, et cette mort parfaite serait de pouvoir mourir dans son sommeil, sans maladie et de préférence chez soi. Pourquoi meurt-on mal? Les dispositifs législatifs sont-ils insuffisants? C'est la question posée. Est-ce qu'on veut faire évoluer la loi dans l'objectif d'amélioration des conditions du mourir? Il n'y a pas d'argument en faveur. C'est comme si on disait qu'il faut changer la loi qui limite la vitesse à 130 km/h sur l'autoroute parce que les gens ne la respectent pas. Donc comme ils la respectent pas, ben, on supprime la limitation. Non, on fait appliquer plus strictement la limitation de vitesse dans la mesure où on sait que cette limitation va faire diminuer de manière significative le nombre de décès sur la route. Alors le parallélisme est un peu scabreux, mais quelque part c'est bien de ça dont il s'agit. Et en revanche, ce qu'on observe, c'est une mise en œuvre très insuffisante du dispositif actuel, et pour plusieurs raisons. D'une part, il y a un manque de formation qui est criant pour les professionnels de santé, un manque de compétences de la part des professionnels de santé, du fait du manque de formation, mais aussi parce qu'il y a un manque d'intérêt pour la médecine palliative, malheureusement. Et donc pour ça, c'est pareil, je vais faire des propositions un peu plus loin dans ce topo. Donc, trois composantes essentielles du mal mourir. On a d'une part l'acharnement thérapeutique nommé obstination déraisonnable dans la loi. On a aussi le non-respect des volontés du patient et aussi le non-soulagement des souffrances qui est assez évident. Sur le premier point et le troisième, on peut dire que par rapport à l'expérience de terrain, notamment la question de l'acharnement thérapeutique, on l'observe vraiment de manière très, très prégnante en oncologie, en gériatrie principalement, mais aussi dans toutes les autres spécialités, en hépato, en cardio, en néphro. Et puis sur le non-soulagement des souffrances, il serait intéressant d'avoir des datas robustes, puisqu'on sait qu'il y a à peu près, enfin, il y a 8 patients sur 10 qui, lors de leur admission en unité de soins palliatifs, ne sont pas soulagés. On peut reprendre là aussi une étude qui avait été menée par Thierry Delorme et qui avait été publiée en 2012 par l'INCa, qui dit qu'il y a plus de 60% des patients qui ont un cancer qui ne reçoivent pas les traitements adaptés au soulagement de leur douleur. Donc voilà les trois composantes principales du mal mourir. Donc sur la question de l'acharnement thérapeutique, la loi est claire mais insuffisamment appliquée. L'obstination déraisonnable est définie dans la loi par des soins,
des actes ou des traitements qui sont dits inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Donc il suffit de se poser à plusieurs autour d'une table pour pouvoir juger du caractère utile ou non d'un traitement, disproportionné ou non. Et c'est quand même assez simple. Donc souvent on dit que l'acharnement thérapeutique n'est pas défini, si il est défini dans la loi. Il n'y a pas de sanction en cas de non-respect, donc il n'y a pas de pénalité financière, et ça aussi c'est un vrai problème, comme c'est du code de la santé publique, il n'y a pas de sanctions, il faudrait pouvoir prévoir des sanctions pénales en cas de non-respect de tel ou tel article du code de la santé publique, donc là on est dans la jurisprudence et la condamnation n'est pas automatique. Donc s'il y avait des sanctions directes, les médecins réfléchiraient peut-être à 2 fois avant de mettre en œuvre tel ou tel traitement. Ensuite, on observe aussi des incitations financières à l'acharnement thérapeutique via la tarification à l'activité. Donc là, on est vraiment dans une médecine du faire. On observe par exemple de nombreux examens coûteux, inutiles, des bilans sanguins répétés en gériatrie, des chimiothérapies qui sont réalisées dans les dernières semaines de la vie. Et ça, c'est un vrai problème qui est lié donc à cette tarification aussi à l'activité. Il y a un manque d'acculturation médicale par ailleurs, on en a déjà parlé tout à l'heure. On est dans une médecine qui souhaite et qui veut faire vivre à tout prix, maintenir en vie à tout prix, et non, et c'est pas le soulagement qui est l'unique boussole des médecins dans la réflexion. Donc la médecine actuelle engendre des situations extrêmes et ne sait se retirer pour laisser place au care. Il y a aussi un autre problème, c'est l'insuffisance de la prise en compte des avis des infirmières et des aides-soignants de ce binôme, qui sont pourtant les vigies de l'obstination déraisonnable. Et c'est là, à l'origine d'une partie de la fuite des soignants en termes de perte de sens du soin. Et puis, il n'y a pas de marqueur de l'obstination déraisonnable. Là, je vous renvoie au rapport de 2012 de l'Observatoire national de la fin de vie. Et donc, personne n'est en capacité de dire, cette année, l'obstination déraisonnable a diminué de temps. Exemple, dans tel service, combien de patients ont reçu une nutrition artificielle dans les dernières semaines de la vie? On n'est pas capable de fournir ces chiffres. Donc, la loi, elle fournit un objectif, elle fixe un objectif, elle proscrit l'obstination déraisonnable. Elle doit être capable de mesurer avec un indicateur fiable ce phénomène-là et de l'évaluer. Donc sur le droit à voir ses volontés respectées, sur ce point-là, on est aussi en progrès, mais on n'a pas d'évaluation robuste. La proportion de directives anticipées rédigées est un mauvais indicateur, c'est une erreur d'interprétation. On observe une course effrénée à la rédaction des directives anticipées, notamment lorsqu'un résident entre en EHPAD. Mais si on veut savoir si le dispositif des directives anticipées contraignantes, puisque c'est ce qu'amène la loi de 2016, fonctionne, il faut pouvoir évaluer le nombre de fois où elles sont réellement respectées. On a beaucoup de témoignages, mais pas d'études, qui disent oui, il y a tant de directives anticipées rédigées, mais non, elles ne sont pas respectées dans X pourcentage. Donc il faudrait pouvoir mener des études, une évaluation du dispositif et pouvoir fournir le nombre de fois où elles sont mises en œuvre et le nombre de fois où elles ne sont pas respectées. Et là aussi, on peut imaginer des sanctions. Donc ça, c'est un indicateur fiable sur lequel il faudrait vraiment réfléchir. Donc sur ce droit à ne pas souffrir en attendant de mourir, on a des pratiques sédatives adaptées qui sont une obligation en cas de symptômes réfractaires. On avait fait un travail fastidieux pour élaborer une typologie des pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie et utiliser cet outil pour qualifier chacune des pratiques sédatives mises en œuvre dans une USP, mais ça peut tout à fait être dans n'importe quel service. Cette typologie permet de réfléchir en termes d'intentionnalité autour de 3 axes: la durée prévue, la profondeur envisagée et le consentement ou la demande. Et tout ça permet de parler un langage commun et de décrire ce que l'on fait. Mais il n'y a pas d'études sérieuses sur l'application réelle de ce droit à ne pas souffrir en attendant de mourir. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc l'outil existe, il s'appelle CEDAPAL, mais il n'est pas ou peu utilisé et il y a peu d'études qui sont faites avec cela et avec certaines études avec une méthodologie discutable où sont qualifiées de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès des pratiques qui sont hors cadre. Donc on avait mené un travail de recherche à Paul Brousse dans le service, dans l'unité de soins palliatifs dans laquelle je travaillais, et sur 232 patients, on avait 91 décisions de sédation et seulement 3 sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès, actées comme telles, dont 2 pour des arrêts de traitement de maintien artificiel en vie et une à la demande de la patiente dans le cadre de symptômes réfractaires avec un pronostic réservé à court terme. Donc là aussi, sur cette question de droit à ne pas souffrir en attendant de mourir, on n'a pas
d'évaluation suffisante pour pouvoir imaginer modifier la loi alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fait avec celle qui est en vigueur actuellement. Sur le cas spécifique de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui était quand même la nouveauté importante, enfin une des nouveautés importantes de la loi Claes-Leonetti, on n'a pas de registre, pas de réelle évaluation de ce droit et pas de comparaison des pratiques possibles. Donc le fait d'avoir supprimé le registre de cette loi fait qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe sur le terrain et donc on ne peut pas faire de comparaison. Là aussi, on ne sait pas les services, les lieux où on en fait beaucoup alors qu'elles ne sont pas forcément nécessaires, et les endroits où on n'en fait pas alors qu'elles seraient parfaitement justifiées. Et on n'est pas en capacité de fournir un chiffre et dire le nombre de sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès qui sont réalisées hors cadre, donc par exemple sans pronostic réservé à court terme. Donc si on reprend la petite matrice qui est sur la diapositive, quand il y a un droit à la sédation selon les critères légaux et qu'elle est réalisée correctement, on est d'accord. Quand elle n'est pas réalisée alors qu'on est dans le droit à la sédation, on est dans le refus d'application de la loi avec donc son mauvaise pratique. Et puis quand elle est réalisée correctement, cette sédation, alors qu'on est en dehors du cadre légal, là on est dans une visée euthanasique. Donc si on veut évaluer si l'encadrement de cette pratique exceptionnelle est quelque chose de positif, il faudrait déjà avoir des données fiables sur ce point. Donc faut-il modifier la loi? Sans état des lieux fiable, il est impossible de savoir comment infléchir les pratiques. Il n'existe pas d'argument indiquant que c'est la loi qu'il faut faire évoluer, mais des indices forts qui montrent que c'est son application qu'il faut largement renforcer. Donc, nous avons largement évoqué les raisons du mal mourir français et de l'absence d'évaluation du dispositif législatif actuel. Nous allons maintenant pouvoir aborder une problématique sociétale, à savoir est-ce qu'on souhaite raccourcir la période de la fin de la vie. Donc même sans souffrance, la période d'inéluctabilité d'une mort prochaine doit-elle être raccourcie? C'est une réflexion sociétale et non une réflexion soignante. C'est pas à la médecine de répondre à cette demande d'une partie de la société qui, par ailleurs, est souvent extrêmement mal informée. Ça pose une question éthique absolument majeure. La société doit-elle se résoudre à l'impuissance à soulager autrement qu'en mettant un terme à l'existence? Donc la médecine moderne a les moyens nécessaires et suffisants pour soulager, elle en a la capacité, donc faut-il prendre acte de l'impuissance médicale à réellement soulager comme argument suffisant pour accélérer la survenue du décès? Puisque les médecins ne se mettent pas en situation de soulager correctement la fin de vie, mettons un terme à l'existence des patients. Y a-t-il une autre raison à vouloir hâter la survenue du décès que les souffrances que l'on sait soulager, mais que l'on ne soulage pas? Est-ce que l'on fait une prime à l'incompétence ou à l'insuffisance? C'est la question que je pose là. Donc 3 axes possibles dans d'autres pays. Le premier axe, c'est l'administration de substances létales par des professionnels de santé. Je mets entre parenthèses médecins avec un point d'interrogation, puisqu'on va voir tout à l'heure que les infirmières sont largement impliquées dans les euthanasies par injection létale. Donc là, on parle du Benelux et du Canada, et on peut déjà poser une première question, une première interrogation sur le fait que sur les certificats de décès, quand il y a une euthanasie par injection létale, au Benelux ou au Canada, on parle de mort naturelle. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle je souhaite attirer votre attention. La deuxième possibilité, c'est l'assistance bénévole au suicide. Donc là, c'est préparation active des moyens du suicide, mais auto-administration par le patient lui-même. Donc là, c'est dans le cadre de, on est dans le cadre de la Suisse par faille du code pénal et non loi spécifique. Donc, il faut bien le rappeler ici qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça, mais ce sont bien des associations de bénévoles du suicide qui portent cette assistance aux patients. Et donc là, cette faille du code pénal, c'est simplement qu'il faut qu'il y ait une absence de motif, de mobile égoïste. Et là aussi, on peut s'interroger, que dire des 8 à 10 000 euros qui sont encaissés pour la procédure du suicide assisté par ces associations? Je trouve que là aussi, c'est quelque chose qui interroge. Mais contrairement aux pays Benelux et Canada, avec l'injection létale, en Suisse, sur le constat médical de décès, on parle de mort violente et pas de mort naturelle. Donc c'est quand même intéressant de voir cette subtilité-là. Et enfin, on a l'organisation sous contrôle des autorités de la dispensation d'une kill pill laissée à disposition du patient qui répond aux conditions légales. Donc là, on parle de
de l'axe oregonais, et puis d'autres États, puisqu'il y en a 5 autres aux États-Unis qui permettent euh, cette obtention, on va dire, d'une pilule létale. Donc, quelles sont les revendications concernant la possibilité de choisir sa mort? J'interroge ici l'éthique libertarienne. Donc, satisfaire la volonté libertarienne, faisant du droit à choisir le moment de sa mort un progrès. Donc là, je vous renvoie à Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx, premier militant du début du XXe siècle, et qui dit que l'État doit me fournir les moyens de mon suicide en dehors de toute maladie quand je le décide. Donc derrière cette notion de volonté libertarienne, souvent on observe la peur de la sénilité, de la déchéance, de la dépendance, et avec, on va dire, comment dire, l'utilisation à mauvais escient du terme souvent de dignité qui serait remise en cause. Autre point, c'est le droit au suicide assisté comme revanche sur la toute-puissance médicale qui s'acharne inutilement et contre la volonté du patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi revenir de manière récurrente dans les débats. Et puis le droit à l'autodétermination contre une vision religieuse hétéronomique. Donc sur ce point particulier, j'aimerais vraiment rappeler qu'il y a de nombreux soignants qui sont pragmatiques et qui sont vraiment adogmatiques et qui ne sont pas favorables à une implication soignante dans la participation à un acte qui n'est pas soignant. Et enfin, le suicide assisté par un tiers se heurte à l'étymologie sui caedere, suicide. Donc on voit qu'on est dans un parfait oxymore. On ne peut pas impliquer une tierce personne dans le suicide, puisqu'on rappelle que c'est un acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Donc autolyse, c'est quand même se massacrer soi-même. Donc si on veut cette approche libertarienne intentionnaliste, il faut alors choisir l'option ou la voie oregonaise. Donc toujours sur cette revendication concernant la possibilité de choisir sa mort, éthique utilitariste de l'efficience, j'interroge ici, donc raccourcir le temps de la phase terminale agonique qui ne sert à rien associé à la déchéance. Finalement, le mourant ne sert plus à rien et en plus il coûte de l'argent, alors que dans les faits, quand on réfléchit de manière assez pragmatique, on observe que l'obstination déraisonnable coûte bien plus cher que la prise en charge palliative. Donc la vieillesse elle-même, avec ses conséquences inéluctables, est également présentée comme une déchéance à éviter absolument. Donc là, je vous renvoie à la notion d'interruption volontaire de vieillesse dont on parle en Belgique. Et enfin, là, nous sommes dans une vision utilitariste économique et que les tanactivistes veulent élargir à la vieillesse à tout prix, que on soit au Canada ou en Belgique, on observe ce même phénomène. Et enfin, avec cette notion de dignité qui serait de paraître conforme aux exigences de performance. Donc là, on est dans le conséquentialisme utilitariste. Si je ne suis plus utile, je ne suis plus digne. Donc, quel message la société renvoie aux personnes âgées, sachant qu'en France, on a déjà le taux de suicide des personnes âgées le plus élevé au monde. Donc, en Belgique et au Canada, il faut maintenant ouvrir ce droit aux personnes âgées, y compris celles qui ne sont plus en capacité de décider pour elles-mêmes, celles qui sont atteintes de démence. Alors que le monde entier s'est arrêté de vivre pendant la pandémie pour préserver, quoi qu'il en coûte, la vie des personnes âgées polypathologiques, aujourd'hui, on réfléchit de manière totalement opposée. Donc on est dans une incohérence intellectuelle absolument majeure et c'était mon propos ici dans cette diapositive. Donc la ligne rouge serait la volonté de la personne. On voit bien que c'est une fausse limite en pratique. L'utilitarisme économique se cache derrière le faux-nez du libertarisme. Quelle capacité à décider de mourir, surtout lorsqu'on est en situation d'extrême vulnérabilité, qu'on a le sentiment d'être un poids pour les proches, pour la société. Donc j'interroge ici cela. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est une pente glissante qui se vérifie partout, avec une tendance à élargir le dispositif aux non-consentants qui auraient sûrement consenti. Exemple belge que je vais vous montrer juste après, des réanimateurs belges qui ont fait un article assez intéressant à ce sujet. Donc en fait, il s'agirait de rapidement suicider un tiers qui n'en a pas fait la demande, mais qui l'aurait sûrement faite s'il en avait été en capacité.
Donc, est-ce qu'il faut tuer toutes les personnes qui en font la demande? Ça renvoie à toutes les atteintes psychiques, et je pense notamment au cas des anorexies, donc on a entendu parler en Belgique, dont certaines formes sont incurables. Pourquoi ne pas mettre en œuvre la possibilité de mourir pour toute personne qui en fait la demande, y compris les dépressifs, ce qu'on observe aussi en Belgique. On sait que 10 à 20% des euthanasies pratiquées en Belgique sont pratiquées chez des patients qui sont atteints de maladies psychiatriques. Donc l'article belge, j'ai créé une problématique émergente, mais cet article en fait date de 2014, donc c'est pas une problématique si émergente que ça. Et c'est des réanimateurs belges qui réclament la légalisation du droit à pratiquer des injections létales pour raccourcir le délai de survenue de la mort lorsqu'une décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise. Donc aller toujours plus loin. Puisqu'on a légalisé l'injection létale à la demande, puisqu'on est d'accord que lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique, arrêter les traitements de maintien artificiel en vie, alors on est d'accord pour dire que ce temps-là est inutile et qu'il faut euthanasier ces patients-là. Donc quand on a franchi cette ligne rouge, dépassé cette limite, ce point cardinal, permis l'euthanasie à la demande, on pourrait aussi le faire pour ceux qui ne peuvent formuler cette demande. Donc avec une tentation toujours plus grande de l'inscrire dans la loi. Donc derrière l'approche libertarienne, encore une fois, se cache l'efficience utilitariste. L'idée là des réanimateurs, on le voit bien, c'est libérer des places, enfin des lits, ce qui est absolument dramatique. Donc, quel impact positif des différentes voies dont je viens de vous parler? Donc, concernant la voie belge, aucune évaluation sur l'amélioration du mal mourir aujourd'hui. Nul ne peut dire que l'on meurt moins mal en Belgique. Il faut déconnecter vraiment, et ça c'est important, l'amélioration du mourir en légalisant l'euthanasie. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux notions. Il y a en revanche beaucoup de témoignages qui montrent que le seul moyen d'échapper à l'acharnement thérapeutique en Belgique, c'est de réclamer l'injection létale. Il n'y a aucune évaluation sur l'impact pour les effecteurs, y compris les infirmières qui se retrouvent acteurs malgré la loi. Donc on va voir ça un peu plus loin, à quel point elles sont largement impliquées, ces infirmières. Aucune évaluation sur les proches, y compris en termes de travail de deuil. Encore une fois, quand il y a une loi, on doit se donner l'obligation enfin, se donner les moyens d'évaluation, d'évaluer les objectifs. Et enfin, on observe une augmentation spectaculaire de ce moyen de mourir, je vais vous montrer la courbe juste après, comme une nouvelle façon de mourir. Donc on est passé du légal à l'acceptation morale sociétale, au banal, puis au normal. Aujourd'hui, c'est même une proposition médicale, ce qui n'était pas du tout prévu au démarrage quand les Belges ont légalisé l'euthanasie. Donc voici la courbe d'évolution du nombre d'euthanasies déclarées en Belgique. Donc elle s'arrête à 2019, mais j'ai les chiffres de 2021 qui sont de 2700 euthanasies sur l'année. Donc ce qu'on observe, c'est une augmentation faramineuse du nombre de décès par euthanasie en Belgique, sans compter celles réalisées sans consentement. On verra un peu plus loin combien elles sont nombreuses. Donc le graphique présente seulement celles qui font l'objet d'une déclaration. Donc il y a plus de 2,5% des décès en Belgique qui sont en lien avec une euthanasie, enfin une injection létale à la demande du patient. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près le même nombre sans demande, donc illégale, mais pratique courante renforcée par la loi qui a fait sauter le verrou. Donc au final, on a à peu près, enfin on a un peu plus de 5% des décès qui sont provoqués par un acte médical en Belgique, donc une injection létale, et probablement plus encore au Canada, selon les dernières conférences que j'ai pu écouter à ce sujet. Donc la mort par injection létale est devenue une façon normale de mourir et pas exceptionnelle comme c'était initialement annoncé, et on est vraiment là dans un fait de société. Donc, toujours sur l'impact positif potentiel de cette voie belge, je vais vous présenter juste après une étude sur la non-application de la loi par les médecins belges eux-mêmes, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir légalisé l'euthanasie a permis des pratiques, à renforcer les pratiques illégales, et donc c'est une étude très très intéressante que je vous présente juste après. Et puis, le renforcement paradoxal du pouvoir médical qui reste le médecin, qui reste le seul à donner son feu vert et à interpréter la situation. Donc, quand on regarde les chiffres en détail, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a 20% des euthanasies en Belgique qui sont réalisées du côté francophone et 80% des euthanasies qui sont réalisées du côté néerlandophone. Donc, ce sont pourtant les mêmes malades. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose de très médecin dépendant, culture dépendant.
Et enfin, on va observer une faiblesse majeure du dispositif de contrôle a posteriori, qui est basé sur l'autodéclaration. Donc c'est comme si on demandait de faire confiance aux cyclistes du Tour de France pour déclarer leur non-dopage quelque part. C'est le médecin qui pratique une euthanasie qui va la déclarer pour savoir si elle est légale ou non. Un seul cas de poursuite en 20 ans, c'est un médecin qui voulait d'ailleurs se faire poursuivre pour montrer qu'il fallait modifier la loi et aller encore plus loin. Donc le contrôle a posteriori a prouvé qu'il ne fonctionnait pas. Quand on regarde un peu les affaires médiatisées, il n'y a jamais eu de poursuite. Donc il faut rappeler quand même que cette commission de contrôle en Belgique est constituée de médecins de la DMD qui eux-mêmes pratiquent les euthanasies, donc qui sont juges et parties, et donc qui a un regard assez, pour ne pas dire complètement partial. Donc voici une étude tout à fait passionnante qui a été produite en 2010 par des médecins belges et qui donc c'est pas dans n'importe quel journal, c'est dans le Canadian Medical Association Journal, donc c'est un grand journal. Et donc au départ, il s'agissait d'une étude comparative des pratiques en Wallonie et en Flandre. Donc il s'agissait d'une présentation d'un cas fictif, d'une injection de chlorure de potassium à un nombre considérable de médecins, puisqu'ils sont quasiment 800. Et si on regarde globalement ces chiffres, le cas numéro 2, qui est entouré là, c'est donc ce cas-là, c'était de mettre fin au jour du patient sans qu'il en ait fait la demande. Donc, sur les chiffres présentés là, est-ce que vous avez donc déjà pratiqué enfin, est-ce que ce cas de figure vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà pratiqué? Plus de 80% des médecins répondent oui, alors qu'on rappelle que sans demande, c'est parfaitement illégal dans la loi belge. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une déclaration à la Commission fédérale dans ce cas? Environ 60% des médecins répondent non et 25% ne sait pas. Et donc ce que je trouve assez fou, parce que finalement, est-ce qu'il faut faire une déclaration à la commission de contrôle? Non, il ne faut pas, puisque c'est illégal. Donc par définition, il ne faut pas la déclarer. Donc on devrait avoir presque 100% ici. Est-ce que vous la déclareriez, vous? 80-85% répondent non. Bah, quelque part, ils ont raison, comme je vous disais, puisque c'est illégal. Et enfin, il s'agissait ici d'étiqueter cette situation. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une sédation terminale palliative? Un tiers répondent que c'est le cas, alors qu'on rappelle que c'est une injection de chlorure de potassium qui avait pour objectif de mettre fin à la vie du patient. Donc c'est pour ça que moi ici personnellement, je trouve que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je le dis et le redis. La sédation terminale, c'est vraiment un mot qu'on ne doit plus employer ici, puisqu'on voit là que pour eux, sédation terminale palliative et euthanasie, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il s'agit d'une injection létale sans demande explicite du patient? Ils sont seulement 15% à dire oui, alors que c'était la bonne réponse. Est-ce qu'il s'agit d'une euthanasie au sens belge de la loi? 4 à 8% disent oui, alors que bon, bah là, ça devrait être 0%, puisque c'est pas une euthanasie au sens belge de la loi, donc avec demande du patient. Et, euh, et là, le chiffre qui est quand même assez effroyable, c'est de voir que 40 à 45% des répondants disent qu'ils ont souhaité soulager le patient avec possible double effet. Donc ils injectent du chlorure de potassium et ils disent on a soulagé le patient. Donc la loi n'empêche pas les euthanasies illégales, hein, on le voit bien là, elle vient le renforcer puisque c'est autorisé, ben, allons-y gaiement. Toujours notre article du CMAJ qui s'intéresse là à une autre donnée qui est aussi à pointer, c'est donc qui est-ce qui administre la solution, enfin le produit létal. Donc on a 142 cas dans la colonne de gauche qui sont avec demande du patient et 66 cas sans demande du patient dans la colonne de droite. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que quand il y a une demande du patient, donc le cadre légal, environ 20% des situations enfin des injections létales sont réalisées par des infirmières toutes seules. Et donc là on rappelle hein, que c'est illégal, puisque à la base, quand la loi a été faite, il s'agit bien d'un acte médical. Et quand dans la colonne de droite, il n'y a pas de demande du patient, ça augmente de manière exponentielle, c'est-à-dire un tiers
des cas, c'est l'infirmière toute seule qui va injecter la solution létale. Donc on est là doublement parfaitement illégal puisque dans la loi, je le rappelle, c'est un acte médical. Donc comme je le disais tout à l'heure, les infirmières sont directement impactées et complètement impliquées dans le processus de l'euthanasie, contrairement à ce que on a bien voulu leur faire croire au démarrage. Donc c'est aussi une des craintes à pointer si la loi française évolue en ce sens, enfin évolue, en tout cas est modifiée en ce sens. Donc, autre article belge tout à fait intéressant et récent, puisqu'il date de 2021, qui fait plus d'une vingtaine de pages et qui nous montre donc dans cet article que les garde-fous mis en place en Belgique sont complètement dépassés. L'article ne remet pas en cause la loi, mais alerte sur le non-respect systématique des digues, enfin du cadre en vigueur. Et c'est intéressant à pointer. Donc, dernier retour sur l'article du CMAJ, sur les raisons invoquées à ne pas avoir demandé l'avis du patient. Donc, ça concerne la colonne de droite, les 66 patients. Dans 80% des cas, ça n'avait même pas été discuté avec le patient. Pourquoi? Parce que le patient est dans le coma, dans 70% des cas, ce qui est totalement illégal, parce que le patient est dément environ 20% des situations, et ça serait pas dans l'intérêt du patient de lui demander, ou la discussion pourrait être douloureuse pour le patient, et là on est quasiment à 25% des cas. Donc on voit bien là que ça renforce vraiment la toute-puissance médicale et que c'est vraiment un des éléments sur lesquels j'insiste le plus aujourd'hui, le fait d'avoir légalisé pour les patients qui en font la demande, ça renforce la toute-puissance médicale et ça ouvre les vannes à des pratiques illégales. Donc, y a-t-il un impact positif quant à la voie suisse, qui n'est pas réellement une voie, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas ici d'une loi. Il y a une évaluation de l'impact psychique sur les proches assistant au suicide qui a été faite dans une étude robuste et qui montre que, enfin, que quand ça n'implique pas le corps médical directement, puisqu'on rappelle ici que ce sont des associations de bénévoles du suicide qui participent à l'accompagnement des patients dans leur suicide, ça impacte beaucoup plus fortement les proches. Et un petit rappel ici aussi qui est intéressant, c'est que en Suisse, les associations de bénévoles du suicide ne font pas d'accompagnement après le décès des proches qui ont vécu le suicide du patient. Voici donc cette étude suisse de 2012, seule étude robuste existante dans le monde sur les conséquences pour les proches de participer, enfin d'assister au suicide de la personne. Euh, il y a des conséquences psychiques non négligeables sur les proches, comme je viens de vous le dire, avec un syndrome de stress post-traumatique assez important, une prévalence en tout cas de ce syndrome qui est plus élevée que dans la population générale, et c'est l'intérêt de cette étude. Et enfin, quel impact positif potentiel sur la voie oregonaise? On a de nombreuses données sur qui et comment, donc des données quantitatives, le profil des patients, leur pathologie, les catégories socio-professionnelles, le nombre de kill pills délivrés et le nombre de kill pills prises. Et donc là, on voit que d'une année sur l'autre, on a 30 à 40% des patients qui la prennent pas selon les années. C'est quelque part la seule voie du respect réel de la volonté. Donc si on souhaite cette visée libertarienne, cette voie est intéressante si on veut s'orienter vers une vision sociétale libertarienne. Il faut tout de même un médecin pour faire l'ordonnance de cette kill pill. Donc là, ça peut quand même représenter un problème en termes éthiques et en termes réflexifs pour nous ici en France. Et il n'y a pas d'étude de l'impact sur le sentiment de mal mourir, ni de l'impact sur l'entourage de cette pratique. Est-ce que ça règle le problème du mal mourir? On ne sait pas. Il n'y a aucune raison de penser que oui, puisque c'est plus volontiers des patients qui ont des problèmes de financement des soins avec l'aide sociale, le programme Medicare, qui vont recourir à cette solution de la kill pill. En tout cas, c'est une voie qui est très très peu explorée en Europe, où on préfère parler, réfléchir sur la légalisation de l'euthanasie plutôt que cette vision-là du suicide assisté. Et là aussi, petit rappel par rapport à l'Oregon, c'est que le médecin est impliqué donc pour la délivrance de l'ordonnance, mais aussi pour les 7 conditions qui sont à remplir, l'espérance de vie inférieure à 6 mois, le fait qu'il faut pas qu'il y ait de dépression chez le patient, enfin tout un tas de conditions qui doivent être remplies, et donc le médecin doit aussi du coup se prononcer sur ces points-là.
Toujours sur cette voie oregonaise, il n'y a pas d'études sur l'éventuelle administration par un tiers malveillant, et donc ça, je pense que c'est important, puisque c'est quand même pas anodin d'avoir dans son domicile une kill pile, donc on ne sait pas si oui ou non de temps à autre elle n'est pas administrée de manière volontaire par un tiers et pas directement prise par le patient lui-même. Le devenir des kill piles délivrées mais non administrées, donc comme je vous disais tout à l'heure, entre 30 et 40% selon les années. Et est-ce que ça a une éventuelle influence sur le taux de suicide hors kill pill? Est-ce que quelque part ça fait la promotion du suicide ou pas? Là non plus, on ne le sait pas, lorsque ce serait quand même assez intéressant d'avoir cette donnée-là. Donc pour terminer sur tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on ne prend pas le risque de faire une prime à l'insuffisance, à l'incompétence professionnelle, si on ne prend pas le temps et qu'on n'utilise pas tout ce que la science permet pour soulager les souffrances et les douleurs, alors il suffirait d'accélérer la survenue du décès. En période de pénurie de ressources, notamment humaines, il y a un risque majeur de dérive. En situation de catastrophe, on sait bien que la tentation est grande d'accélérer la survenue du décès plutôt que de laisser souffrir si on n'a pas d'autre solution. Donc, mais une société de progrès peut-elle se construire en acceptant que l'on sait et que l'on peut soulager, mais que faute de moyens, on va choisir collectivement la solution de l'accélération de la survenue du décès? Donc c'est quelque part comme si on voulait casser le thermomètre pour éviter de constater la fièvre. Et enfin, faire cesser l'imposture sémantique avec cette expression euphémisante de mourir dans la dignité qui sous-entend l'accélération de la survenue du décès. Donc il faut appeler un chat, euh, et, et cette utilisation détournée par l'ADMD de cette expression pour parler d'injection létale est un véritable rapt sémantique. C'est une formule qui est largement relayée par les médias, mais mourir dans la dignité, c'est certainement pas mourir de la main d'un médecin dont ce n'est pas le rôle. Donc il faut cesser d'utiliser ce terme pour cet usage et respecter la dignité ontologique qui est une obligation universelle, confère la Déclaration universelle des droits de l'homme, repris dans le préambule de notre Constitution. Sous-entendre que mourir sans intervention active pour accélérer la survenue du décès serait une mort indigne est une parfaite imposture. Mais il est nécessaire de se poser clairement toutes les questions, et toutes les réponses possibles doivent être évaluées avant de penser à modifier la loi. Et aussi cesser de recourir aux euphémismes, parler d'aide médicale à mourir, d'assistance médicalisée à mourir, d'aide active à mourir. Tout ce vocable sont des euphémismes lénifiants et qui sont pas appropriés. Donner la mort, c'est pareil. Non, on ne donne pas la mort. Tous ces termes très positifs sont utilisés pour parler de quelque chose de très négatif. On provoque la survenue du décès, ce qui est assez différent. L'injection létale ne peut en aucun cas être assimilée à un soin. On voit bien là qu'il y a une antinomie assez évidente. Et puis, utiliser, là je l'ai mis en rouge parce que pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, utiliser les bons mots pour clarifier le débat. Parler de mort provoquée par injection létale, d'euthanasie, de délivrance et ou d'administration d'une substance et non d'un médicament comme j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, ou d'un traitement, dans l'objectif de provoquer la mort. Des termes précis doivent être inscrits dans les propositions de loi pour ne pas engendrer de confusion supplémentaire. Donc là, d'ailleurs, ce que j'ai observé et qui est assez intéressant, c'est de voir que 80% des Canadiens ne savent pas ce que signifie aide médicale à mourir, puisque dans aide médicale à mourir, il y a aide et médicale, donc c'est forcément quelque chose de positif. Donc les Canadiens eux-mêmes ne savent pas de quoi il s'agit. Donc l'hypocrisie n'est-elle pas dans le mésusage des termes? Je pose la question là. D'ailleurs, quand on parle d'aide médicale à mourir, quelque part, c'est notre travail au quotidien, c'est-à-dire soulager la souffrance et les douleurs en fin de vie. On aide médicalement les gens, les patients, à mourir correctement. Donc c'est le devoir du médecin, l'aide médicale à mourir. Donc je pense que vraiment qu'il est extrêmement important et fondamental d'appeler un chat, et de parler d'euthanasie, d'injection létale, de suicide assisté, pour nommer les choses correctement. Donc avant toute chose, il faut se mettre d'accord sur les objectifs d'une nouvelle loi. Est-ce qu'on souhaite raccourcir le délai de survenue du décès pour améliorer le mal mourir de nos concitoyens? Rien n'est moins sûr, il n'existe aucun argument fondé qui le confirmerait. Ou est-ce qu'on souhaite promouvoir une nouvelle façon de mourir à la demande, rapide et efficace, avec un risque majeur de dérive de la pente glissante qu'on a observée partout, aggravée particulièrement en France par la pénurie inédite de ressources humaines? Donc cela peut paraître complètement hors sol et dangereux dans le contexte actuel.
Se mettre d'accord sur les objectifs. Que souhaite-t-on vraiment? Rechercher des pistes permettant d'œuvrer réellement vers une amélioration des conditions du mourir en France, mais elles sont moins simplistes que de vouloir casser le thermomètre pour éviter de constater la fièvre. Donc ça voudrait dire se donner les moyens de soulager correctement les patients en fin de vie, faire cesser l'obstination déraisonnable, quitte à mettre en place des pénalités financières pour les services dans lesquels cette obstination est vraiment criante, renforcer l'offre de formation et contraindre l'ensemble des professionnels de santé à suivre des formations en soins palliatifs, créer des postes d'infirmières de pratique avancée en soins palliatifs. Donc ça, visiblement, c'est pas la priorité du gouvernement, alors que pourtant, dans les faits, c'en est une réelle, et faire une meilleure distribution des moyens quand on sait que l'obstination déraisonnable représente une manne financière qui serait à réinjecter dans les soins palliatifs. En tant que soignante impliquée dans une éthique du care, citoyenne pour qui humanisme se conjugue avec la nécessité de venir en aide aux plus vulnérables et non de les supprimer pour mettre fin à leur souffrance, je ne peux me résoudre à l'abdication qui consisterait à prendre acte de notre incapacité collective à prendre réellement en charge la fin de vie. Aller plus loin ou aller ailleurs, puisque c'est ça la vraie question, ce sera sans moi et sans de nombreux autres professionnels déjà en proie à des conflits de valeurs qui les entraînent vers un épuisement professionnel. Il y a vraiment un risque réel, si on implique les soignants dans le processus mortifère, d'aggraver la fuite des professionnels de santé, les experts en soins palliatifs, à qui l'on ne donnerait pas les moyens de prendre soin, mais à qui on intimerait l'ordre de faire mourir. Donc une modification de la loi vers la légalisation des injections létales, ce serait le départ d'une grande partie de celles et ceux qui aujourd'hui font encore les choses correctement. Et là, je vous renvoie à la consultation de la SFAP qui avait été présentée au congrès de septembre à Valenciennes. Je vous remercie pour votre attention tout au long de cette présentation et vous propose, si vous avez des questions, de les poser aux membres présents à cette plénière dans un premier temps, mais aussi, si vous le souhaitez, m'envoyer un mail auquel je tenterai de répondre au mieux puisque je ne suis pas présente à ce congrès. Je vous remercie.